Bonsoir à toutes et à tous, lundi 30 juin, ravi de vous retrouver, il est l'heure de l'info. À Vitry-le-François, la police municipale et la gendarmerie ont mené une opération de contrôle dans plusieurs commerces de la ville. L'objectif, faire respecter l'arrêté municipal interdisant la vente d'alcool après 22h30. Ce vendredi, la ville de Chaumont a annoncé le programme des Estivales. Cette année, c'est la musique qui est au cœur de l'événement qui doit durer 5 semaines. Ce week-end avait lieu la première édition du Festival de l'humour à Bar-le-Duc. Ce rendez-vous remplace l'emblématique Festival Renaissance, une première édition qui a réuni quelques curieux, vous allez le voir. Comme chaque lundi, on parle de sport. Gaël Bossu vous propose de revivre en images la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Médine Saint-Dizier. Vendredi soir, à Vitry-le-François, la municipalité a renforcé son action de terrain. Une opération de contrôle conjointe entre la gendarmerie, la police municipale et les élus a visé plusieurs commerces pour vérifier l'application de l'arrêté interdisant la vente d'alcool après 22h30. Un dispositif de prévention face aux dérives nocturnes liées à l'alcool qui devrait se répéter cet été. Les détails avec Julien Debruyne. C'est une fin de soirée sous surveillance à Vitry-le-François. Vendredi soir, une opération de contrôle menée par la gendarmerie et la police municipale a eu lieu dans plusieurs commerces de la ville. Objectif, vérifier le respect de l'arrêté municipal qui interdit la vente d'alcool après 22h30 ainsi que sa consommation sur la voie publique. Le maire et sous-préfet de la commune étaient également présents pendant l'opération. De manière régulière, en fait, ces opérations elles se font quotidiennement. Il s'agit de s'assurer du bon respect de cet arrêté municipal qui a été notamment travaillé dans le cadre du CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Vitry-le-François, qui a permis de co-construire une réponse de proximité pour prévenir tout acte de délinquance, notamment dans le centre-ville de Vitry-le-François. Cette action s'inscrit dans la continuité des opérations menées ces dernières semaines dans le secteur. À l'approche de l'été, les autorités souhaitent prévenir les comportements à risque liés à l'alcool dans l'espace public. Là, on a sélectionné en fait quelques commerces qui avaient tendance à être ouverts après 22h, au maximum de ce qui peut risquer. S'il est en état d'ébriété, c'est l'ivresse publique manifeste. Donc là, c'est la gendarmerie qui prend cette personne dans ses locaux et c'est l'amende qui suit derrière, en plus de passer une nuit en gendarmerie. On espère que cette opération portera ses fruits et que justement les riverains seront un peu plus tranquilles au niveau de la commune. Pendant près d'une heure, les forces de l'ordre sont allées à la rencontre de plusieurs commerçants. Ici, par exemple, ce professionnel ne respecte pas l'arrêté municipal. Les bouteilles d'alcool sont encore en rayon alors qu'elles devraient être retirées ou rendues invisibles. Et normalement, vous devez cacher. Là, pareil, là, tout ce qui est canette, tout ce qui est alcool, vous devez cacher. Les policiers lui rappellent alors les règles en vigueur et lui présentent le texte officiel. Donc on passera à vérifier et voir si c'est fait. Une fois le contrôle terminé, un point d'étape est réalisé avec le maire de Vitry-le-François. Donc c'est le premier commerce qu'on vient de contrôler parce qu'on lui a notifié donc l'arrêté municipal concernant la vente et la consommation d'alcool sur la commune de Vitry-le-François. Et s'il y a des erreurs, on leur demande de rectifier dans les plus brefs délais. S'ils ne respectent pas les consignes qu'on leur donne, dans ce cas-là, une procédure sera prise à leur encontre. Pour ce professionnel, aucune sanction n'a donc été prise pour le moment, mais les autorités préviennent, d'autres contrôles auront lieu dans les jours à venir pour vérifier si les consignes ont bien été appliquées. Pour le moment, l'objectif n'est pas de sanctionner. La présence est préventive. Le fait qu'on soit en train de convaincre les distributeurs, des gens qui peuvent vendre ces boissons et qui sont consommées sur l'espace public, qu'on est présent, qu'on regarde, qu'on observe, c'est de nature à faire respecter. La fermeture doit se faire à 22h30 dans ces épiceries, elle doit se faire à 22h30. Quand on sanctionne, c'est qu'il y a un échec. C'est de prévenir et il n'y a pas de raison finalement objective, une fois que le message est passé, que les épiceries en question continuent à distribuer de l'alcool au-delà de 22h30. Au total, 2 commerces ont été contrôlés ce soir-là et une seule interpellation a été réalisée pour usage de stupéfiants. Certains commerçants, informés de la présence des forces de l'ordre, ont d'ailleurs préféré fermer plus tôt que prévu. L'opération s'est achevée un peu avant minuit. D'autres actions de ce type seront reconduites dans les semaines à venir.
À Chaumont, les estivales reviennent pour animer l'été. La ville a présenté ce vendredi les grandes lignes de cette édition 2025, centrée autour de la musique. Pendant plus d'un mois, concerts, animations et ateliers vont rythmer la vie locale avec une attention particulière portée aux familles et à ceux qui restent sur place pendant l'été. Célia Richard vous dévoile le programme. Depuis 17 ans, les estivales sont devenues le rendez-vous incontournable des Chaumontais. 37 jours de musique, de soleil et d'activités pour profiter de l'été. Le square Boulingrin de Chaumont se transforme alors en place géante. 6 espaces dédiés à l'animation, au sport, aux concerts, à la petite enfance, à la lecture et aux familles vont être installés. Plus d'une vingtaine d'associations seront présentes pour dispenser des ateliers et animer les rues de la ville. Des rendez-vous hebdomadaires et des temps forts sont prévus, comme par exemple la soirée de la fête nationale avec un défilé, 3 concerts d'artistes et un feu d'artifice. On a commencé ça en 2008, donc ça commence déjà à dater un peu et le succès n'a jamais été démenti. Chaumont-Plage, le principe est simple, tout le monde ne peut pas partir en vacances, certains enfants ne peuvent pas aller à la mer. Et donc en fait, le principe de Chaumont-Plage, c'est de dire à tous les Chaumontais et puis même aux gens de l'extérieur, venez, en fait, vous pouvez durant tout l'été venir à Chaumont et vous allez vous amuser, vous allez vous éclater comme si vous étiez en vacances. Bar-le-Duc mise sur l'humour pour faire oublier le festival Renaissance. Ce week-end, la ville a lancé la première édition de son tout nouveau festival dédié au rire. Malgré des têtes d'affiche comme Alex Lutz ou Bérengère Krief, le public ne s'est pas déplacé en masse. Une première édition en demi-teinte, mais qui marque peut-être le début d'un nouveau rendez-vous culturel. Léo Martin était sur place. C'est l'ultime date de ma saison. C'est-à-dire que demain, je suis en vacances. Mais c'est vrai que, je vais pas vous mentir, quand on m'a dit « oui, tu veux jouer à Bar-le-Duc », j'ai été agréablement surprise, c'est très mignon, on a la chance d'être dans un parc, il fait beau, mais je suis hyper heureuse de jouer dehors, c'est magnifique, franchement. C'est devant quelques centaines de personnes que Bérengère Krief a lancé la première édition du Festival de l'humour à Bar-le-Duc. Ce nouvel événement dans le parc de l'Hôtel de Ville n'a pas déplacé les foules. Sur les 1500 places mises en vente, un peu moins de 500 ont trouvé preneur. Pour la plupart des spectateurs, c'est surtout l'occasion de découvrir ce qui remplace le Festival Renaissance. Le cadre est trop chouette, franchement c'est un bon début. Il n'y a pas grand monde, c'est un peu le problème, mais bon, c'est que la première fois, il faut bien commencer quelque part. On s'est dit aller au moins sur une soirée, en plus il y a un tarif préférentiel pour les étudiants qui fait qu'on peut voir 2 artistes qui, dans des grandes salles sur Paris, coûtent 50, 60, 70 € pour les voir sur une soirée, et là on en a 2 pour 20 €, donc forcément, voilà, fallait profiter de la soirée, quoi. Alors franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je connaissais pas les noms des artistes Bérengère, enfin je l'avais un peu aperçu, son visage m'a dit quelque chose, mais j'avais un peu des a priori sur les one woman show et les one man show, et finalement en fait c'est trop bien, ça met à l'aise, c'est super drôle, donc j'ai adoré. Non, c'est passé vite, j'ai pas vu le temps passer. Moi j'aime beaucoup le pré-spectacle qui a été assez cool et assez décalé. En deuxième partie, c'est Alex Lutz qui a continué à faire rire les Parisiens. Pour cette soirée, le parc de l'Hôtel de Ville s'est transformé en salle de spectacle géante, tribunes et scènes imposantes. Pour la municipalité, ce festival de l'humour est avant tout un moyen de faire découvrir cet art peu présent dans le secteur. On attend surtout de voir un certain nombre de têtes d'affiche nationales qui ont fait le pari qu'à Bar-le-Duc aussi on pouvait passer des moments en s'amusant et en écoutant tout un tas de personnes qui travaillent autour de l'humour. C'est un festival tout à fait nouveau, c'est la première fois, il y a des spectacles gratuits et puis il y a 3 soirées vraiment, je veux dire, de gala avec un tarif qu'on a essayé de faire le plus simple possible. On attend une fréquentation de la ville et puis on attend petit à petit, alors peut-être pas la première année, mais de graver vraiment le nom de Bar-le-Duc autour de ce réseau de festivals d'humour et de nous faire connaître bien sûr, d'attirer du monde et de montrer que dans cette ville on peut s'amuser, vivre correctement. Tout le week-end, les blagues étaient au cœur de la cité parisienne. Des spectacles ont eu lieu sur la place Reggio ou encore au collège Gilles de Trèves. On est lundi et il est l'heure de l'infosport.
Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on est parti pour 10 minutes de sport. On va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Ce soir, on va parler de cyclisme, de triathlon et de course à pied. Et on débute tout de suite avec une information foot pour la saison prochaine. Oui, une info qui concerne la seule équipe haut-marnaise toujours en lice en Régionale 1 pour la saison prochaine, Marnaval. On savait qu'Antoine Briard, entraîneur depuis 4 saisons, allait laisser sa place. Et on a appris finalement la nomination il y a quelques jours de Cédric Husson. À 52 ans, le Bragard de naissance est passé par de nombreux clubs de la région, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur. Récemment, il avait pris la tête des U19 de Marnaval. Désormais, c'est sur le banc de l'équipe Fagnon qu'il va officier. On l'écoute sur le défi qui l'attend. C'est une vraie fierté, évidemment. C'est après tant d'années de football et tant d'années de coaching, se retrouver à la tête de la R1 à Marnaval, et notamment ce club de Marnaval, qui a une belle histoire, c'est une vraie fierté. Ça va être ma 4e année au club. J'avais les 19 avant, qui est un peu la succursale juste avant les seniors. Donc je vais retrouver des joueurs que j'ai entraînés quand même pendant quelques années. C'est vraiment ce qui va changer, c'est-à-dire la pression des résultats, parce que quand on prend cette équipe, après tout le travail qu'a fait Antoine pendant 4 ans, évidemment, ma mission, c'est le maintien. Chaque année, ça se révèle de plus en plus dur. Antoine avait réussi sur 2 saisons à être au milieu de tableau et c'est génial. Vraiment, c'était un gros travail. C'est de plus en plus compliqué. Voilà les équipes qu'on rencontre. Donc, pression des résultats, mais finalement, qui m'allège au niveau de la tension, parce que si on se maintient, c'est exceptionnel. Si on descend, c'est presque dans la normalité. Alors maintenant, on ne vendra pas notre peau facilement. Foot toujours avec le Maroc, l'Algérie, la Turquie et bien d'autres. Tous ces pays ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations, mais celle de Saint-Dizier. Un tournoi populaire et bon enfant qui a lieu depuis 3 ans dans le quartier du Verbois. Entre fierté nationale et fraternité, l'édition 2025 a de nouveau rassemblé des centaines de bragards. Regardez le résumé de la finale hier soir. Tous les Turcs ici, comme tous les Marocains qui portent leur drapeau, c'est une fierté, une passion et on le portera à vie. Maroc, Turquie à Saint-Dizier. C'est l'affiche de la grande finale de la CAN, une Coupe d'Afrique des Nations organisée dans de nombreux quartiers populaires de France. Au-delà du football et du terrain, la CAN, c'est un moment de liesse et de joie partagée en plein cœur des quartiers. Et c'est juste pour le quartier, c'est juste pour rassembler et faire vivre un peu notre quartier, parce que surtout au mois de juin, avant l'été, il n'y a pas grand-chose. On veut réunir tout le monde est ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Dans la Saint-Dizier, il ne se passe pas grand-chose dans les quartiers. Donc nous, le but, c'était de réunir tout le monde, de profiter et d'être joyeux, tout simplement. Créée il y a 3 ans dans le quartier Bragard du Verbois, la CAN de Saint-Dizier grandit chaque année. Il n'y a qu'à voir le monde rassemblé ce dimanche pour la finale pour comprendre la beauté de ce tournoi. Ça me fait surtout dire que, premièrement, on sait organiser des choses dans les quartiers populaires, on sait se tenir parce qu'il n'y a pas d'incidents, et on apprend de nos erreurs d'année en année, parce qu'il y a eu des incidents les années passées, on apprend de nos erreurs, on sait se tenir, c'est surtout ça, et on sait montrer une belle image. Sur le terrain, la finale est renversante. Menée 2-0, la Turquie égalise dans les toutes dernières minutes. C'est dans le noir quasi complet que le match va se jouer au tir au but. Et finalement, c'est le Maroc qui l'emporte et succède à l'Algérie, vainqueur en 2024. J'ai un sentiment de joie. Franchement, c'est une fierté. Ça fait 3 ans, c'est pas pour ça. Merci les organisateurs. On a gagné. Les chants marocains et turcs ont continué de résonner une bonne partie de la nuit à Saint-Dizier. La fierté et le partage, tout simplement. Et dimanche matin, malgré la chaleur, ils étaient près de 200 à prendre le départ d'une course à Saint-Dizier. De la 2e édition de la course nature en hommage à Pascal Konechny organisée par le COSD Athlé. La course proposait cette année 2 formats de 6 et 12 km au départ de la piste du stade Charles-Jacquin de Saint-Dizier, vous le voyez, puis au bord du canal et enfin rapidement vers le bois du Val. On appelle ça une course nature car il n'y a pas assez de dénivelé pour parler de trail, mais tout s'est fait évidemment sur les sentiers du bois. Environ 160 coureurs au départ et finalement ce sont 2 locaux qui se sont
sont imposés de noms que l'on connaît bien, Antoine Delattre chez les hommes et puis Marie-Charlotte Conderbonner chez les femmes. On les écoute tous les deux à l'arrivée. Ouais, moi en fait je m'entraîne tout le temps là. 2-3 fois par semaine je suis sur ces routes là, donc je le connais vraiment par cœur. Donc j'ai accéléré quand il fallait accélérer et je ralentissais quand il fallait ralentir. Je ne me suis pas fait piéger en fait, à aucun moment je me suis fait piéger par une bosse ou quelque chose qui arrivait trop vite et je ne voyais pas arriver. Moi je voulais faire la course parce que c'est un beau projet, c'est vraiment pour soutenir leur projet. J'aimerais qu'il y ait même vraiment plus de monde. On n'en a pas beaucoup des courses ici. Et puis c'est toujours en hommage à Pascal, c'est vrai que c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 20 ans. Donc... Je suis venu un peu les mains dans les poches, quoi. Ça court près de chez moi, et je vais tâcher d'arriver frais en ayant envie, quoi. Et puis on verra bien qui se présente de toute façon. Donc je m'attendais pas forcément à me retrouver tout seul tôt comme ça. Par contre, la chaleur met un sacré coup. Même en étant un peu habitué, c'est tolérable dans le bois, mais dès qu'on en sort, les 2 derniers kilomètres, ils m'ont semblé aussi longs que tout le reste de la course. Et plus tôt dans la semaine, c'est le cyclisme qui a animé la cité bragarde. Avec le retour du Critérium de Saint-Dizier annulé en septembre dernier par faute de participants, il a été reconduit cette fois un mercredi soir. Résultat, 35 coureurs au départ, ce qui n'est pas trop mal, mais un public moins au rendez-vous que d'habitude. Côté course, c'est le coureur de Neuve-Maisons, Paul Pêcheur, qui s'est imposé au sprint, vous le voyez à l'image. Place au portrait de la semaine. En octobre prochain, il tentera de boucler son 31e triathlon, format Ironman, c'est-à-dire 4 km de nage, 180 de vélo, suivi d'un marathon. Et toi, tu l'as suivi, Gaël. Et c'est encore plus dingue si on rajoute qu'il a 64 ans. Serge est un infatigable triathlète. Je suis allé le rencontrer lors de ses entraînements chez lui à Saint-Dizier. Oh, ça fait 37 ans, à raison de entre 8 et 12 suivant les années, voilà quoi. Quasiment 400 triathlons à son tableau de chasse. C'est quoi le but aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est d'arriver au bout sans bobo, avant la fermeture de la buvette. À 64 ans, Serge est tout simplement inusable. Ça fait près de 40 ans qu'il nage, court et pédale sous les couleurs de Saint-Dizier. Encore aujourd'hui, il peut y passer près de 20 heures par semaine. C'est devenu un style de vie, c'est devenu... après ça prend beaucoup de place, ça prend beaucoup de temps, c'est une activité qui est chronophage, donc c'est une façon de vivre. Après 37 ans de pratique, on fait plus de la pratique plaisir que de la pratique compétitive, même si je vais quand même tout donner, tout ce que je peux, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Par rapport à la natation ou au vélo, pour sa vie c'est plus difficile. C'est une discipline où on n'est pas porté, on a tous les chocs, le poids de corps on l'a aussi, donc par rapport aux meilleures années c'est là où j'ai plus perdu. Vous ne l'entendrez jamais de sa bouche, mais Serge est encore à un très haut niveau pour son âge. Surnommé affectueusement le mentor dans son club de Saint-Dizier, il est la référence et le modèle de nombreux triathlètes. Il a l'expérience, il a tout, il a toujours le petit conseil qui va bien. Enfin voilà, c'est une référence. C'est la Bible chez nous. Si on veut un conseil ou comment gérer nos efforts ou même au niveau matériel, et quand on voit les performances et surtout la discipline qui s'impose au quotidien, on se dit mais en fait on sera que la moitié de ce qu'il est à son âge quoi, au max. Moi, tout ce que j'ai appris de façon un peu empirique ou en discutant à droite à gauche avec les collègues d'il y a 40 ans, ça c'est intéressant de pouvoir le transmettre, de dire non, ça moi je l'ai fait, c'est nul, ça marche pas, ou c'est pas une bonne idée, ou au contraire ça c'est bien ce que tu fais. Voilà, c'est intéressant dans le relationnel de pouvoir transmettre cette envie de se bouger, de faire du sport. Il faut dire que cet ancien instituteur a des choses à transmettre. 2003, c'est le premier à envoyer celui-là. Derrière lui, des milliers d'heures d'entraînement, des centaines de triathlons bouclés et par 2 fois, les mythiques championnats du monde d'Ironman à Hawaï. La tenue de l'époque avec le vélo que j'avais la première année pour aller à Hawaï. Aujourd'hui, le Haut-Marnais s'apprête à relever ce qui peut être le plus gros défi de sa vie, boucler son 31e Ironman à Barcelone en octobre prochain. 2018-2019, c'est 2020 qu'il n'y en a pas eu à cause du Covid. Et il y en aura peut-être un autre là, en 2025, je sais pas, on verra bien, si tout va bien. Si ça se passe bien, il y en aura un autre, si ça se passe pas bien, si ça sera terminé pour les Iron.
Et si ça se passe pas trop mal, il y en aura peut-être un autre l'année prochaine, en 2026, pour essayer une troisième qualif, mais là, c'est plus qu'incertain. Un troisième dossard aux mondiaux d'Ironman viendrait paraffer de la plus belle des manières sa carrière de triathlète. Il s'arrêtera peut-être de courir après ça, ou pas. Le rendez-vous de la semaine avec une course de cyclisme en Marne. Direction la petite commune de Couvreau pour l'habituelle course de début d'été. Randonnée pédestre et cyclo précéderont la course du samedi soir. Merci Gaël pour toutes ces informations. C'était le dernier Infosport de cette saison. Et on te retrouve à la rentrée bien sûr avec des nouveaux reportages et de nouveaux portraits sur le sport local. Bon été à tous. C'est la fin de votre édition. Tout de suite, la météo et cette vigilance orange canicule donnée par Météo France. L'information continue sur puissance-télévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.